Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Al-Mouatine Monsieur Hamidou Si Mohamed. Si Mohamed a écrit un livre qui raconte son récit de vie, sa trajectoire migratoire. Il raconte l'histoire de sa famille, de son origine, etc. Mais pour avoir plus d'explications et de détails sur le contenu du livre qui s'appelle « Tangélois, non peut-être », qui est ici, je vais donner la parole tout de suite à Si Mohamed Hamidou pour nous parler tout d'abord de lui. Si Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Si Mohamed, merci à vous. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir, qui est votre livre, qui vous êtes, Monsieur Si Mohamed? Alors voilà, donc je m'appelle Hamidou Si Mohamed. Alors je suis arrivé ici fin des années 67, donc j'avais à peu près 8 ans, dans le cadre d'un regroupement familial. Et donc, je dirais donc j'ai fait un peu toutes mes études ici, primaires, secondaires, et puis j'ai eu la chance de faire des études universitaires. Donc, je suis licencié en sciences politiques, relations internationales. Donc, j'ai effectivement 58 ans. Et en fait, ma trajectoire est surtout une trajectoire associative. Alors, j'ai travaillé surtout en tant que coordinateur de Jeunesse Maghrébine, en fait, qui est une association qui n'existe plus et qui essayait de travailler avec un certain nombre de jeunes issus de l'immigration. On était effectivement dans le quartier de rue de Flandre, du square des Blindés, comme on dit. Et donc en fait l'idée c'était de faire un travail avec les jeunes, avec les familles, les jeunes entre autres par je dirais donc l'organisation d'un certain nombre d'activités socio-sportives et culturelles aussi. Et en plus ce qui était intéressant à l'époque c'est qu'au niveau de l'association, l'idée n'était pas simplement de travailler avec les jeunes, mais aussi de faire avancer un certain nombre de revendications qui étaient liées à la question des discriminations, de la lutte contre le racisme. Aussi à l'époque aussi, on revendiquait aussi un meilleur monde. D'ailleurs, j'ai fait ça avec une série de personnes, dont Fadil Al-Hanan entre autres à l'époque. Voilà, donc on était un peu atypique comme association. Et puis après, je vais travailler alors en 92 au Centre bruxellois d'action interculturelle. Et l'idée justement, c'était d'abord de pouvoir travailler avec les associations d'origine immigrée. Et puis petit à petit, je suis entré dans ce qu'on appelle la formation à l'interculturalité. Et donc l'idée, en fait, c'était de nouveau de travailler sur la question du vivre ensemble. Parce qu'il nous semblait que c'était important aussi et que ces questions-là allaient se poser avec acuité plus tard. Et c'est malheureusement, c'est ce qui se passe encore, cette question-là. Et donc l'idée, c'était de travailler de faire en sorte qu'on puisse se comprendre, qu'il n'y ait pas justement donc de malentendus, etc. Voilà. Et puis alors en 2004, Fadil Al-Hanan devient ministre et me demande si je voulais évidemment m'occuper de ce qu'on appelle l'éducation permanente, des associations d'éducation permanente, et aussi du FIPI. Et puis voilà, et depuis lors, je suis toujours au cabinet de la ministre Fadil Al-Hanan. Voilà. Depuis 2004, vous êtes avec nous, Fadil Al-Hanan. Voilà. Merci, Si Mohamed. Ma première question, sur le livre en tout cas, Tangélois, non peut-être, si le titre. Pourquoi le choix de ce titre, Si Mohamed? Alors, je pense que quand on parle de sa famille, quand on parle de soi, je pense que je voulais à un moment donné que le titre puisse illustrer quelque part vos appartenances identitaires. Et donc je trouve que donc ce titre justement me ressemble quelque part. Puisque je parle de moi-même, je parle des parties de moi, je parle de ma famille, et donc je trouve que le titre devait illustrer cela. Alors, Tangélois, non peut-être, de Tanger à Bruxelles, itinéraire justement d'un enfant d'immigré. Tangélois, non peut-être, vous remarquerez que Tangélois est une contraction de Tanger et de bruxellois. À l'instar de ce qui avait été fait avec
justement marocain et bruxellois qui est devenu maroxellois. Donc c'est une contraction effectivement des deux. Tanger, pourquoi? Tanger tout simplement parce que je suis né à Tanger, parce que c'est la ville que mes parents ont choisi pour y vivre. C'est là où tous mes frères et sœurs sont nés. Et pourquoi évidemment Bruxelles? Forcément à Bruxelles, c'est la vie, c'est mon enfance, ça représente mon enfance, ça représente mon adolescence, ça représente ma vie d'adulte, ça représente mes rencontres, ça représente mes enfants, ça représente ma famille, ça représente ma socialisation. Et donc c'est normal effectivement que Bruxelles forcément y soit, puisque ça fait près de 50 ans que nous sommes ici. Et vous verrez, donc je pense que vous êtes assez attentifs pour voir que Tangelois non peut-être, Tanger est représenté par 4 lettres. Et tout le reste, la majorité des mots et des lettres sont représentés par Bruxelles. C'est normal. Tanger, c'est 8 ans seulement de ma vie. Et Bruxelles, effectivement, c'est 50 ans quasi de ma vie. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, Bruxelles prend effectivement toute la place. Et donc c'est exprimé aussi par les mots dans ce titre. Et peut-être, je pense aussi que ça reflète aussi votre attachement évidemment. à la double identité marocaine. Oui, tout à fait, c'est normal. Et donc je pense que c'est important pour moi d'exprimer mes racines. Mes racines qui sont tangéroises, forcément, et bruxelloise. Et donc je voulais justement, c'est pour ça que je dis pourquoi Tanger, parce que c'est là où je suis né, c'est là où mes parents, et donc je retourne évidemment de temps en temps, même si malheureusement on n'a pas toujours le loisir de le faire, mais c'est clair qu'effectivement c'est la représentation, c'est pour ça que je parlais évidemment, je trouvais que le titre devait absolument illustrer les appartenances identitaires. Et ce sont effectivement, et c'est pour ça que ce titre avait été choisi. Et pourquoi vous avez décidé aujourd'hui d'écrire ce livre, si Mohamed dit, est-ce nécessaire pour vous? Alors pour ça, je dois faire un retour en arrière. Alors il faut d'abord savoir que on sommes dans les années 60. Bon, je venais de naître, enfin, un petit temps déjà, mais dans les années 60, il faut savoir que mon père travaillait donc pour une firme qui avait plusieurs chantiers. Donc mon père, en fait, travaillait dans la construction, donc comme ouvrier. Il faut savoir que dans les années 60, effectivement, la situation économique n'était pas facile au Maroc. Et donc, à un moment donné, cette société va commencer à perdre un certain nombre de contrats. Et c'est comme ça que mon père se retrouve, à un moment donné, sans travail. Et donc, d'ailleurs, je pense que, comme vous avez lu le livre, c'est véritablement ma mère qui va pousser mon père, évidemment, à faire ce voyage, qui est en fait difficile. Il faut se rendre compte de l'époque où finalement toute une famille se serre les coudes, la ceinture pour pouvoir faire en sorte que le mari puisse partir et puisse chercher du travail. Il faut savoir qu'on s'endette pour pouvoir partir, parce que le voyage coûte aussi. Donc après, et là je laisse effectivement les auditeurs, je dirais, donc aussi aller voir effectivement et lire le livre. Donc il y a une série, je dirais, donc ma mère va pouvoir pousser mon père et on peut évidemment donc le voir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à un moment donné, il faut savoir aussi qu'un certain nombre de personnes déjà dans le quartier sont parties. On avait par exemple un voisin qui est parti en Belgique. Donc, par exemple, mon oncle était parti, dans le Kharij, comme on dit, en Europe. Donc, mon oncle est parti en Allemagne, par exemple. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que l'Europe était une destination pour pas mal déjà de Marocains à l'époque qui voulaient évidemment partir. Et donc, non seulement ça se disait de bouche à oreille, mais on sait aussi qu'il y a eu aussi des guichets de recrutement, même au Maroc. Il y avait un petit livre, Vivre, donc oui, en Belgique. Voilà, en Belgique, voilà, c'est ça. Donc il y avait toute une explication, voilà. Donc il y avait effectivement, donc il y avait un appel. Mais mon père, par exemple, lui, il est parti dans le cadre d'un visa touristique. Donc la plupart des Marocains sont partis dans le cadre d'un visa touristique, et ils partaient justement en Belgique. Et de là, effectivement, ils essayaient de trouver un travail. Lorsqu'ils trouvaient un travail, donc le patron faisait toute une démarche. Et à ce moment-là, donc une fois qu'il obtenait donc son permis B puis permis A,
une fois qu'il stabilise sa situation, à ce moment-là, il fait venir justement par le regroupement familial justement sa famille. Il faut savoir aussi que souvent, comment dirais-je, la migration à l'époque, c'est une migration surtout masculine, c'était pas féminine. Donc il nous fait venir alors en fin 67. Donc mon père est parti en 65 et après 2 ans, presque 2 ans et demi, donc enfin 2 ans, il nous fait venir. Et donc à ce moment-là, c'est à peu près fin 67, début 68, et à ce moment-là, effectivement, donc mon père avait trouvé du travail aussi dans la construction. Et moi, si vous voulez, en fait, pour revenir à votre question, ce dont je me rappelle, c'est que mon père revenait de journées harassantes de travail. Et donc, après s'être un petit peu reposé, etc., je me rappelle très bien qu'il prenait le temps avec nous pour nous narrer justement des kharafat, des contes. C'était un prodigieux conteur, mon père, et donc on était vraiment suspendus à ses lèvres. Et il lui arrivait aussi de nous narrer, de nous parler, de nous raconter justement sa trajectoire migratoire. Et moi j'ai toujours été frappé par la dignité avec laquelle il disait les choses. Et on sentait souvent, entre les lignes, dans les interstices de cette narration, on sentait, donc entre les lignes, il y avait certaines souffrances, évidemment, certaines meurtrissures, malheureusement, qui ne nous le disaient pas, mais on le sentait, il y avait des non-dits. Donc il ne nous a pas tout dit, il disait certaines choses, effectivement, mais il nous a donc gardé une certaine pudeur, vraisemblablement. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, déjà très jeune, je me suis rendu compte de l'importance des récits migratoires. D'ailleurs, plus tard, quand je serai au Centre bruxellois d'action interculturelle, je travaillerai sur ces questions, justement, de récits migratoires. Et donc mon père, en 83, malheureusement, nous quitte très jeune. Et je me rends compte justement à ce moment-là, donc d'abord qu'une partie de la bibliothèque familiale est partie, malheureusement. Et c'est à ce moment-là que je fais une promesse à ma mère en lui disant, ça serait quand même bien de faire en tout cas d'écrire cette histoire familiale. Je ne sais pas quelle était la forme, mais voilà, donc faire un petit livre, quelque chose comme ça, pour narrer cette histoire. Et vous savez, le problème qui se pose, et je le dis souvent maintenant à mes amis, ceux qui ont encore leur mère ou leur père, j'ai dit ne les oubliez pas, parce que ça va très vite. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que je fais mes études universitaires à partir de 82, donc, puis après j'entre dans le monde du travail, puis après je fonde une famille, j'ai des enfants, et puis je suis pris évidemment, par tout ça. Et on ne se rend pas compte, évidemment, qu'on ne passe pas assez de temps avec ses parents. Et puis arrive ce qui arrive, malheureusement. On n'a pas le temps d'écrire. Non. Et puis ma mère arrive. Voilà, on n'a pas le temps d'écrire, vous avez raison de le souligner. Et puis ma mère, en fait, on est pris dans tout ça. Et puis ma mère, évidemment, à ce moment-là, a une thrombose. Elle est hémiplégique en 96. Et là, je me rends compte que je me souviens de cette promesse que j'ai faite à ma mère. Et en même temps, j'étais hyper touché, fermement, parce que je me rends compte que cette grande dame qui est ma mère, évidemment, est en train de partir. Et en même temps, elle était devenue source d'inspiration pour moi. Donc, elle me poussait à écrire quand même quelque chose. Donc, j'ai eu le choc, j'étais anéanti en même temps anéanti, et en même temps, je trouvais une force pour me dire qu'il faut que je puisse, à un moment donné, finalement, arriver à écrire quelque chose, parce que j'avais fait cette promesse, et que si je ne le faisais pas, il y avait quelque chose d'inachevé. Tout à fait. Et donc, je suis resté là-dedans. Ça a été quelque chose de très difficile, parce que je me rendais compte que ma mère est en train de partir, donc l'écriture n'a pas été quelque chose de linéaire. C'est quelque chose qui a été en dents de scie. Donc, il y a des moments où j'accusais le coup, je reprenais, j'étais repris de nouveau par la tristesse. Donc, c'était très difficile. Ça a été très compliqué. Et puis, en 2000, ma mère décède. Et là, ça a été la panne sèche. Là, je n'avais plus de jus. Je n'avais plus d'énergie. C'est comme si le monde s'effondrait. En fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement,
il n'y avait plus de... Enfin, j'étais en train de faire tout simplement le deuil. Et c'était pas aussi facile. Et vous savez, je pense que la question... Il y a les aléas de la vie aussi qui font qu'à un moment donné, il y a des choses qui touchent votre frère, votre sœur, ou même vous-même. Il y a des choses qui vous arrivent, qui fait que vous n'avez plus le goût d'écrire. Vous mettez ça de côté, et j'ai effectivement mis ça de côté, presque une décade, presque une dizaine d'années. Donc j'ai mis ça de côté. C'est comme si je n'avais plus envie d'aller retravailler sur ces questions familiales, parce que tout simplement, vraisemblablement, je faisais ce deuil. J'étais en train de faire ce deuil. Et puis, petit à petit, il y a quelques années seulement, il n'y a pas très longtemps, je me suis remis, et c'était pendant les grandes vacances, j'ai repris quelques chapitres. J'ai repris comme si j'avais eu un accident, je n'arrivais pas à marcher. Et puis, petit à petit, j'ai recommencé à marcher, petit à petit. Et donc, voilà, donc j'ai repris la plume pour me dire qu'il faut quand même terminer ce livre que j'avais promis. Promesse, en fait. Tout à fait. Justement, qui ne part pas, qui est toujours là. Voilà. Et que vous pousse justement en fait, à terminer ce travail parce que c'est une promesse, c'est un engagement. Tout à fait. En fait, votre papa vous a beaucoup marqué, en tout cas par rapport à la lecture que j'ai du livre. Et alors, vous avez écrit à un moment donné qu'il y a une phrase qui fait partie de votre identité, c'est quand votre papa vous a dit « Ikol andek ras sghir ». Oui, je trouve ça comme... en fait, c'est quasi une sorte de maxime. Pour moi, c'est une philosophie de vie. Il va vous accompagner, cette phrase, toute tout à fait. Vie. Pour moi, c'est une philosophie de vie. Oui. Je pense que ça veut simplement dire qu'il faut effectivement avoir la petite tête, ça veut simplement dire qu'il faut être modeste, qu'il faut être humble, en tout temps, en toutes circonstances. Pour moi, c'est essentiel. C'est une phrase, effectivement, c'est pour ça que je parle d'une philosophie de vie. Et ça ne sert à rien de prendre la grosse tête. Il y a autre chose qui disait aussi Dunya Kaddoravni. En fait, la roue tourne quelque part en français. Donc, et ce qu'il voulait aussi dire, je pense, à mon avis, est aussi la question de la solidarité est quelque chose d'important. En fait, on la sent, elle transpire par cette phrase. Il ne faut pas prendre la grosse tête, etc. C'est quelque part, il faut être modeste, etc. Et être aussi solidaire par rapport, effectivement, à d'autres qui n'ont pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quand même très important et impressionnant quand parlez de vos deux parents qui sont analphabètes et que d'un côté vous avez un papa qui dégage une sagesse en fait par ses paroles et qui a marqué votre comportement, votre éducation, votre parcours professionnel et personnel aussi. Et vous avez de l'autre une maman qui a beaucoup d'énergie, qui prend une décision à un moment donné de faire voyager le papa vers l'Europe et de l'attendre pendant 2 ans au Maroc. Et une maman qui travaillait dans des familles espagnoles et juives, etc., pour essayer de subvenir aux besoins de ses enfants, et qui n'a pas eu vraiment facile. Et donc, 2 parents analphabètes, mais qui dégagent une sagesse, un savoir-être et un savoir-faire extraordinaire. Comment expliquez-vous ça, c'est Mohamed? Oui, en fait, c'est vrai ce que vous dites. Je pense que mon papa, c'était vraiment la sagesse, et ma mère, c'est une boule de nerfs. C'est une personne, effectivement, une personne dynamique. Je pense que c'est justement un couple qui se complétait très bien. Alors, moi, je pense d'abord 2 choses. Je pense que les personnes qui sont venues ici, c'est pas n'importe quel Marocain qui sont venus ici. Je pense que ce sont des gens qui se projetaient dans l'avenir. Alors, pour la petite histoire, je pense que c'est quand même ma mère qui a poussé. Oui. Donc moi, je donne une place hyper importante. Elle a insisté sur le fait d'aller au consulat à plusieurs reprises, d'aller faire le passeport, etc. Donc ma mère est un personnage important du livre. Il faut aussi savoir, comme j'expliquais tantôt, c'est que à l'époque, la migration est une migration masculine. Ce sont les hommes qui partaient, et s'ils avaient une famille, ils laissaient leur famille, la maman, avec les enfants, de se débrouiller. Il ne faut pas oublier, comme j'expliquais, que le père partait avec tous les sous, avec toutes les économies. Tout à fait. Donc ça veut dire que la maman devait se débrouiller. Et donc le père lui partait et il essayait de régulariser sa situation, essayait de faire venir sa famille, ce qui s'est passé avec nous. Mais entre-temps, c'est la maman
qui continuent justement à gérer l'éducation, à gérer la scolarité, à gérer toutes les difficultés que nous avions de voisinage ou autres, etc. À aller travailler, donc, à faire des ménages pour essayer encore de subvenir, à aller faire crédit avec l'épicier Mustapha du coin, etc. Et donc, alors que ma mère est une femme fière, etc., mais elle devait malheureusement le faire parce qu'elle ne savait pas faire autrement. Et quand elle est revenue ici, eh bien, elle a continué justement à gérer les rythmes scolaires, à s'occuper de l'éducation, à s'occuper justement de la scolarité. C'est nous qui allions avec elle, justement, même si c'est moi qui devais lui traduire, par exemple, quand elle devait venir avec moi. C'est vraiment une femme extraordinaire, effectivement. Et c'est pour ça que moi, je trouve que... moi, ce qui me fascine, en tout cas chez elle, c'était cette force, cette énergie, ce dynamisme. Femme déterminée. Oui, et en même temps, ce qui est important, je pense qu'il faut souligner, même si on est analphabète, il y avait quelque chose chez mes parents, et chez d'autres parents aussi, c'est le bon sens. Le bon sens qui leur permettait justement de gérer évidemment des situations même difficiles. Bien entendu, quand elle est venue ici, je devais aller avec elle pour voir, comment dirais-je, par rapport au prix au niveau des magasins, que sais-je moi encore, ou par exemple, on devait aller avec elle pour des questions administratives. Bien entendu, elle dépendait de nous. Mais le déracinement prenait tout son sens en ce qui concerne ma mère. Pourquoi ? Parce qu'elle vient dans un pays, elle laisse tout, donc elle est analphabète, elle arrive dans un environnement qui n'est pas le sien, avec un autre climat, avec d'autres valeurs, avec une autre morale, avec une autre langue, c'est pas le même réseau. Et donc, bien des fois, je l'ai vue pleurer, effectivement, quand elle est arrivée. Pour mon père, vraisemblablement, il y a eu des déracinements au début. Mais à la différence de ma mère, donc ma mère était isolée, à la différence de ma mère, c'est que mon père travaillait. Et très vite, il a tissé des liens sociaux. Il a commencé à partager une identité sociale avec ses camarades. Et donc, il était moins isolé que ma mère. Vous savez, la question... Là, vraiment, on touche à la question de l'exil. Donc... C'est vrai que l'exil, c'est véritablement le propre de mes parents. Moi, j'étais trop jeune. J'étais un peu dans la mallette, j'étais dans la valise, quelque part. J'étais trop jeune. Mais donc, c'est vraiment nos parents qui ont connu cet exil parce qu'ils laissaient tout derrière eux. La famille, les amis, tout, évidemment. C'est un arrachement. Ah oui, c'est un arrachement terrible. Ils arrivent ici. Et donc, ce déplacement peut, à un moment donné, revêtir une dimension traumatique. Et le problème du traumatisme, c'est que le traumatisme, justement, se caractérise par la perte du lieu. Quand une personne immigrée, les personnes immigrées, quand ils partent, quand ils s'exilent, justement, ils perdent le lieu, ils ne sont plus au Maroc. Donc ils essayent, donc ils perdent le lieu en physique, mais aussi... Le lieu symbolique, ils essayent de reconstituer ces lieux. La plupart des personnes issues de l'immigration vont essayer de le reconstituer. Mais parfois, certains n'arrivent pas à le reconstituer. Et visiblement, à ce moment-là, il y a des perturbations, justement, des perturbations de transmission de génération à l'autre. Ils essayent de le reconstituer à travers même, je dirais, donc un lieu symbolique, comme à travers la question de la mort, à travers la question des sépultures, de la langue, de la communauté. Vous savez, je veux dire un truc. Moi, il y a quelque chose qui était difficile pour nous. Mes parents ont organisé le retour au pays natal à travers la prise d'une assurance rapatriement. Et donc, autant je pouvais les comprendre en tant qu'enfant, mais il faut savoir que ça a une implication sur le deuil des enfants et sur la constitution de ce lieu symbolique. Donc c'est vrai que c'est pas évident, même si je comprends mes parents, parce que c'est leur pays, je comprends tout ça. Mais c'est difficile pour nous, parce que quand on veut simplement se recueillir sur la tombe de nos parents, même si je sais que les moyens de transport sont meilleurs qu'auparavant, il faut quand même le faire. C'est pas évident que d'aller jusqu'à Tanger. C'est clair que c'est plus facile pour moi d'aller ici à Evere, à Schaerbeek, Evere, que d'aller là-bas. Et donc, j'ai dit à mes enfants que s'il m'arrive, mais évidemment, je n'ai pas le même lien,
Mes parents n'ont pas le même lien du Maroc que moi je l'ai avec le Maroc ou qu'avec la Belgique. Oui, tout à fait. Vous êtes venu aussi à l'âge de 8 voilà. ans, etc. Et donc, Oui, j'ai dit à mes parents, enfin à mes enfants, il y a ma famille, que s'il m'arrive quelque chose, c'est ici que je veux être enterré. Parce que c'est ici le lieu de ma vie. Même si je sais que j'ai aussi des racines par ailleurs au Maroc. Pour qu'il n'y ait pas ce problème de lieu par rapport aux enfants. Pendant les 2 ans restés au Maroc, en attendant que votre papa régularise sa situation, trouve du travail, trouve une maison, etc., pour venir en Belgique, votre papa a aussi vécu en fait beaucoup de difficultés et il a même hésité à un moment donné de rester en Belgique et retourner au Maroc. Mais cette détermination de votre maman, cette insistance, etc., et ce soutien inlassable au Maroc, lui a donné du courage, etc. Mais vous avez écrit aussi dans le livre que votre papa a vécu 2 fois en fait un détachement. Donc il est du Rif, donc il voyage vers Bni Makada à Tanger, et de Bni Makada il voyage vers la Belgique en fait. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que c'était plus dur pour votre maman? Je pense que ça pourrait aussi être plus dur pour votre papa parce qu'il a vécu doublement justement l'exil. Oui, mais je pense, comme vous êtes aussi attentif, je pense que ma mère l'a aussi vécu. Hein. Donc, mon père, d'abord, il faut savoir, c'est vrai, vous avez raison, tous les deux ont eu d'abord un exode rural. Donc, il faut savoir aussi, donc d'abord, effectivement, mon père a dû partir, il faut savoir aussi qu'il y a eu à un moment donné un problème de sécheresse au Maroc, il y avait un problème de famine, donc les gens ont dû partir après la Deuxième Guerre mondiale, si mes souvenirs sont bons, mais bref. Et donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Donc, lui aussi, il a dû partir, donc mon père est aussi orphelin, je dirais, donc c'est quelqu'un qui n'a pas connu son père, évidemment, donc était dans ce qu'on appelle dans la guerre du Rif à l'époque, donc il n'a pas connu non plus son père, donc très jeune, il a dû un peu se débrouiller et faire en sorte, parce que bon, il y avait sa maman, il y avait sa sœur, donc il a connu aussi le faqr, comme on dit, la misère, la difficulté. Vous savez, il me disait quelque chose de très juste à un moment donné, parce qu'il a fait plein de petits boulots. Donc il a dû partir à un moment donné assez tôt, très tôt à Tanger, à Tétouan, et puis après à Tanger. Vous savez, mon père disait quelque chose de très juste. Il se faisait qu'à un moment donné, on était au Maroc, c'est plus vers 78, et donc on était dans le boulevard de Tanger, pour ceux qui connaissent, hein, donc, et on était assis. Et à un moment donné, il y a un petit jeune, un gamin qui est arrivé, un petit ado, et qui est arrivé justement pour serrer les chaussures de mon père. Et moi, je trouvais ça un peu dégradant, entre guillemets. Je dis, mais enfin, papa, tu vas pas le faire? Et il l'a fait. Et le gamin, donc, a serré les chaussures de mon père, et il lui a donné, je ne sais pas combien de dirhams il lui a donné, et il est parti. Mais je dis, mais papa, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et alors il m'a fait, mon fils, moi j'étais comme lui. Je faisais comme lui, je faisais des petits boulots, et j'étais aussi cireur de chaussures. Tout travail a une dignité. Et si je ne le fais pas, ce gamin n'aura pas d'argent. Et il ne sait pas subvenir aux besoins peut-être de sa famille comme moi je l'ai fait. Et donc, je trouve que c'était évidemment instructif. Le partage. Donc, mon père a eu effectivement aussi, c'est pour ça qu'il était ouvert, très généreux évidemment. Ma mère aussi a eu ça. Ma mère, très jeune, avec ses 2 filles, elle est partie, comme vous l'avez aussi constaté. Mais en tant que femme, ça doit être encore terrible. Parce que vous devez vous imaginer, fin des années 40, une femme qui part, qui normalement, quand vous divorcez, vous revenez dans la famille de votre père. Elle est partie toute seule pour rejoindre d'abord sa sœur, parce que je n'ai pas tout dit évidemment dans le livre. Et donc, une femme avec ses 2 filles, d'ailleurs j'ai une demi-sœur qui va mourir de pneumonie, donc, parce qu'il n'y avait malheureusement pas de médicaments. Donc c'est pour dire simplement, pas que je mette, évidemment que mes 2 parents évidemment sont formidables tous les 2, mais ce que je veux simplement dire, c'est que la société, parce que c'est quand même une société patriarcale, tout passe par l'homme, comme on dit, et donc pour une femme c'est plus compliqué. Et remettez ça dans le contexte de l'époque.
qui doit trouver un travail, qui doit pouvoir... C'est ça que je veux simplement dire. Mais bien entendu, vous avez raison de dire que mon père aussi, évidemment, est aussi une personnalité importante, oui. Alors arrive un jour une lettre qui vous annonce que vous allez venir finalement en Belgique, que voilà, c'est fini, vous allez voyager, vous allez venir. Comment vous avez reçu cette bonne nouvelle ? Bon, j'étais très jeune, effectivement, mais c'est vrai qu'on était tout contents, parce que, bon, ma mère, en fait, ce qui était important, c'est que ma mère nous a expliqué, en tout cas, nous a expliqué qu'on allait partir, qu'enfin, ça va... Parce que pour elle, c'était évidemment une situation hyper difficile, parce qu'on était de plus en plus endettés. Oui. Et que le problème de ma mère, c'est que comme en même temps, elle essayait de travailler auprès de différents couples enfin couples européens, pour pouvoir évidemment subvenir aux besoins de sa famille. Donc pour elle, en plus, elle était arrachée, je dirais, donc elle ne voyait pas son mari. Et donc, comme je vous ai expliqué, tout évidemment reposait sur elle. Donc on était hyper contents. Mais on ne se rendait pas compte, sincèrement. Moi, je ne me rendais pas compte. Je pensais même que j'allais peut-être revenir quand je disais ça à mes potes de l'époque. Donc, je ne me rappelle plus, hein, donc je veux dire, comme ça, ils ont grandi, donc je me rappelle encore de leur prénom, mais ce que je veux dire simplement, on ne se rendait pas compte, parce que à ce moment-là, j'étais trop jeune, mais on savait qu'on allait partir, qu'il y avait une joie évidemment dans la famille, qu'il fallait vendre aussi la baraque, et voilà, et donc c'était fini évidemment de l'école, parce que c'était quand même une école qui n'était pas évidente, parce que c'est un peu l'école des pauvres, hein, il faut bien dire les choses. Donc, et donc c'est là où je trouve la question de l'école est pour moi fondamentale. Oui. À un moment donné, avant d'arriver en Belgique, avant de prendre le chemin en direction de la Belgique, vous avez eu un petit souci avec votre papa, et moi ça m'a un peu travaillé, parce que vous avez refusé à un moment donné l'autorité de votre père. Et je ne comprends pas, est-ce parce que vous ne l'avez pas vu pendant 2 ans ou je ne sais pas. Donc je vais vous poser la question pour essayer de comprendre en tout cas ce point très important. Il vous a tout simplement demandé d'aller chercher la menthe chez l'épicier. Oui. Et vous avez refusé catégoriquement. Oui, mais donc en fait, voilà, donc mon père était revenu, en fait, il revenait de Belgique à ce moment-là, hein. Et donc moi j'étais hyper content de voir mon père, on le touchait, etc., parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on ne l'a plus vu, donc c'est une joie. Tout à fait. Et moi donc je voulais rester à côté de mon père. Il faut savoir que j'ai quand même une personnalité, un tempérament. Et donc j'étais un peu têtu, si je puis dire. Et donc je voulais rester à côté de mon père tout simplement. Et donc mon père, là, à ce moment-là, m'a intimé l'ordre d'aller chercher de la menthe. Parada, donc du côté de Bnibakada. Et je lui dis non, je veux rester ici. À 3 reprises. Voilà, j'ai pas voulu. Et puis j'ai reçu une bonne tarte de mon père. Et alors à ce moment-là, je sors en courant, évidemment en pleurant. Et j'ai dit non, je ne le ferai pas. Et il demande alors à mon grand frère justement de me rattraper et de me ramener. Et mon grand frère a couru après moi. À ce moment-là, il a essayé de m'attraper, j'ai esquivé, il est tombé et il s'est cassé évidemment le poignet, évidemment il était avec le plâtre. Et depuis lors, mon père évidemment m'appelle le rouge, le tordu, parce que voilà, j'étais têtu. Ok, c'est en tout cas c'est une très bonne anecdote à raconter. Après, vous avez décidé donc de prendre le chemin vers la Belgique. Comment ça s'est passé le voyage, et surtout que pour vous, c'était la première fois que vous voyagez sur un long trajet? Oui, c'était quelque chose pour nous, c'était interminable, ça prenait beaucoup de temps. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas les autoroutes, hein. C'était toutes des nationales, donc c'était horrible. Dans une camionnette. Ah oui, dans une camionnette, ça prenait 4 jours. Non climatisé. Oui, non climatisé, tout à fait, tout ça, la promiscuité, enfin donc c'est vrai que c'était pas évident. Et puis bon, voilà, donc c'est vrai que une fois qu'on a traversé, qu'on est passé de l'autre côté, c'est autre chose, c'est un autre monde. Je veux dire, au Maroc, tout bougeait. Je veux dire, il y a ça a son charme, hein, attention, hein, donc ça a son charme, mais je veux dire, ça bouillonnait, il y a de la vie, ça bouge de partout. Vous avez les piétonniers, vous avez les voitures, il y avait une sorte de chaos comme ça qu'on peut retrouver. Et puis vous arrivez en Espagne, et là tout est déjà net. Tout prend effectivement, voilà, vous avez les voitures, les piétons, enfin... et donc, au fur et à mesure que vous montez, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'ordre, entre guillemets, façon de parler. Plus vous montez vers les pays, d'ailleurs vers les pays scandinaves, vous verrez effectivement que les choses sont encore plus... Jusqu'à l'arrivée. Et donc, et alors, ce qui m'avait quand même assez frappé, moi je n'avais jamais vu de neige. Ah oui.
Donc, j'avais jamais vu la neige. Et donc, il commençait à avoir quelques flocons. Oui, oui. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Sur la route ou Oui, sur la route. Oui. Quand on est arrivé à la frontière belge, belgo-française. Et donc, c'est à ce moment-là. Donc, c'était quelque chose. Bon, évidemment, par la suite, j'en aurais aussi de la neige, si je puis dire. Donc, et c'était comment votre première impression en arrivant sur le sol belge? Mais c'est-à-dire que pour moi, alors la question du macadam, des choses comme ça, très. C'est un rêve qui se réalise. Oui, c'est un rêve. Puis je voyais, par exemple, des choses, vous savez, par exemple, moi, ça m'étonnait de voir devant les portes du lait, du pain. Personne ne prend le pain, personne ne vole quoi que ce soit. Il y a même des gens qui mettaient de l'argent. Vous comprenez? Donc moi, c'était un monde. Et puis, il y a quelque chose qui m'a véritablement frappé. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que j'allais le dire. Oui. Quand je suis allé à un moment donné, juste, quand j'ai vu la manière dont se comportent avec vous les professeurs, les instituts, oui. J'étais hyper étonné de cette manière d'essayer de comprendre l'enfant. Un autre monde. Oui, c'est un autre monde. C'est-à-dire que c'est un monde qui n'est pas basé sur la coercition, sur l'autorité en tant que telle, mais sur la discussion avec l'enfant, d'essayer de comprendre l'enfant, le dialogue. Et donc, j'étais vraiment dans deux mondes différents. Et donc, ça ne peut évidemment que vous donner le goût d'étudier, le goût d'apprendre, d'ailleurs. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé pendant votre scolarité ici? Alors, la question de la scolarité est pour moi fondamentale. Alors, ça vient évidemment de nouveau de loin, je pense. Il faut savoir que, c'est pour ça que je dis souvent, que la question de... L'école fait partie du projet migratoire de mes parents. C'est-à-dire que mes deux parents n'ont pas pu aller à l'école. Oui. Mon père a pu aller à l'école coranique. Mais il n'a pas pu aller à l'école, je dirais, officielle. Et d'ailleurs, vous étiez aussi à l'école coranique. Tout à fait. Oui. Et je suis allé aussi de Sahderi, donc première année au moins, donc ça j'ai fait quand même. Et ma mère, par contre, n'est pas allée ni à l'école coranique, ni à l'école officielle. Et je pense sincèrement que l'école faisait partie de leur trajectoire migratoire. Pour ma mère, c'était même plus que ça. Pour ma mère, réussir l'école ou la scolarité de ses enfants, c'est réussir une grande partie de sa trajectoire migratoire. Et donc de son projet migratoire. Pourquoi? Parce que ma mère, elle était sensible. Elle savait que l'école représentait l'ascenseur social pour ses enfants, parce qu'on vient d'un milieu défavorisé. Ça donnait sens à son immigration. Vous savez, la question, c'est difficile pour les parents, parce qu'on ne se rend pas compte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'école est un lieu formidable d'épanouissement. Moi, ça m'a ouvert sur le monde, ça m'a ouvert sur la diversité. Mais l'école, c'est aussi un lieu où l'on construit et où l'on déconstruit. Vous savez, l'école, à un moment donné, ça peut arriver qu'elle vous inculque certaines valeurs. Et ces valeurs-là peuvent aller à certains moments à l'encontre des valeurs qu'on vous apprend dans la famille. Or, moi, j'aimais mon institutrice, j'aimais mon instituteur, et j'aimais aussi mes parents. Donc, il y a des tiraillements à un moment donné quand, par exemple, des valeurs sont contradictoires. Tout à fait. Et donc, je peux en moi-même, évidemment, avoir des tiraillements. Alors, vous savez, l'école, elle vous apprend quoi? L'école, à certains moments, vous apprend à déconstruire les choses, à vérifier, à analyser, à être cartésien, à douter. Mais à certains moments, il arrive que dans la maison, on vous dit, voilà, on vous donne certaines valeurs comme étant vraies, qu'il ne faut surtout pas déconstruire. Mais quand vous êtes en plus... Oui. En adolescence. L'adolescence, c'est déjà un moment difficile pour n'importe quel gamin. Mais quand en plus vous êtes en situation de biculturalité, oui. Donc c'est encore plus difficile. Et que vous êtes dans une sorte de double loyauté, alors là c'est compliqué. Vous savez, je me rappelle toujours d'une période que je n'aimais pas. Maintenant, je la préfère, évidemment, parce qu'avec mes enfants, c'était la période... C'était pour montrer les difficultés des deux côtés. Et que le gamin doit à un moment donné construire son identité. Je me rappelle par exemple de la période de Noël. C'est une période que je n'aimais pas à l'époque. Il a fallu. Pourquoi? Mais en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, tout bougeait, tout se transformait.
C'est-à-dire que la période de Noël, il y a des lumières, enfin, je veux dire, il y a un changement au niveau des rues, il y a des guirlandes, il y a des sapins. Vos petits copains discutent avec vous et commencent à parler des petits cadeaux qu'ils vont avoir, ce qu'ils vont manger, etc. Et vous, en tant qu'enfant, vous revenez chez vous et vous dites, maman, ah, mais ce serait bien d'avoir un petit sapin, et puis votre maman dit, attends mon fils, ça c'est Nsara, ce sont les chrétiens, nous on n'a rien à voir avec ça. Donc c'est une première frustration. Deuxième frustration, vous revenez, après les congés de Noël, vous revenez, et puis votre institut vous questionne, vous demande, enfin un tour de table, savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez eu, etc. C'est comme ça que ça se passait, je me rappelle. Et moi, évidemment, je ne voulais pas avoir une double frustration. Qu'est-ce que je faisais? J'inventais pour faire comme les autres. Même si je suppose que le professeur savait évidemment par vraisemblance, peut-être que j'inventais. Mais quand même, pour la petite histoire, ma mère quand même nous achetait quand même une bûche quand même le lendemain. Donc elle nous achetait quand même une petite bûche quand même pour voilà. Donc c'est quand même pas évident. Et vous savez, je pense que pour les parents, c'est quand même compliqué pour eux. Donc même s'ils savent que l'école pouvait, parce que c'est pas tout le temps, qu'à certains moments pouvaient aller à l'encontre de leurs propres valeurs, ils nous ont malgré tout ancrés. Ils nous ont ancrés effectivement dans la scolarité. C'était le seul moyen pour nous de nous insérer effectivement. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Pour elle par exemple, c'était pas simple. Une femme analphabète, immigrée, étrangère, qui va aller voir le professeur lors des réunions de parents, qui allait voir un institut qui détenait le savoir, qui savait, qui était valorisé et qui représentait l'institution école. Donc ce que je veux dire, l'école, même sans le faire exprès, elle délégitimait à certains moments nos parents et elle exerçait une violence symbolique. Donc quelque part, sans le faire exprès, elle affaiblissait quelque part leur statut, leur autorité. Et malgré ça, mes parents le voyaient, parce qu'on venait avec des idées qui les chamboulaient. Ils sont vraiment dans leur... Donc nous, on venait à un moment donné, de temps en temps, un peu nous confronter à eux, évidemment, surtout pendant la période de l'adolescence. Et même cela, nos parents ont toujours dit, faites les études, allez-y jusqu'au bout. La seule chose que je vous demande, c'est d'aller jusqu'au bout. Même si on devait manger l'herbe, comme il disait. Il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je disais simplement que mes parents se sont sacrifiés. D'autres parents, évidemment, à l'instar de mes parents, se sont sacrifiés. Parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous, je vous dis, et c'est pour ça qu'effectivement... Mais n'est-ce pas le caractère très fort de votre maman, qui a d'ailleurs travaillé sur justement le départ du Maroc et vers la Belgique, qui a beaucoup poussé votre papa à venir en Belgique, etc., et à changer de vie, qui vous a aussi poussé justement dans cette triangulation au niveau de l'apprentissage et au niveau de votre scolarité, à savoir l'école, votre présence et votre implication, et la présence de votre maman. Vous disiez très bien maintenant qu'elle est présente, elle va en réunion de parents, etc. Est-ce que ce n'est pas ce caractère de cette femme formidable qui vous a vraiment poussé justement à réussir vos études? Oui, moi je le pense. Je crois que ce sont mes deux parents, mais vous avez raison de le souligner, parce que c'était ma mère qui était présente. Tout à fait. Mais mon père était là aussi quelque part, moralement, etc. Vous savez, moi je dis souvent, même en étant analphabète, ce qui est important, c'est que votre mère est à côté de vous. Que moralement elle est à côté de vous. C'est-à-dire que quand je revenais de l'école, et qu'elle disait, tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas fait tes devoirs, eh bien, c'est ça, être structurante pour un gamin. Donc elle était là, même si elle est analphabète. Vous comprenez? Et le fait qu'elle soit là, à côté de vous, qu'elle joue son rôle de mère, même en étant analphabète, donc c'est quelque chose de stimulant. Ça ne peut évidemment que vous pousser à vous surpasser et aller le plus loin possible. Il y a aussi le fait que vos parents, vous l'avez écrit d'ailleurs, vous n'avez jamais vu vos parents se chamailler à la maison. Non. Donc cette présence de médiation affective, justement, vous a aussi aidé à avoir un cadre familial serein, justement, pour étudier et aller de l'avant, je pense. Oui, sûrement, mais il faut quand même savoir, ce que j'ai quand même dit aussi, c'est que, bon, c'est effectivement rare qu'il y ait des disputes, mais ma mère, c'est quelqu'un de dynamique. Ça parle, elle est très... elle est très volubile. Mon père, c'est quelqu'un de taiseux.
Mais j'ai quand même dit dans le livre, ok, c'est ma mère qui, quelque part, était responsable de l'éducation, etc. Donc elle parlait très souvent, elle criait, enfin voilà, elle disait, voilà, elle nous faisait bouger, un peu secouer le cocotier, etc. C'est-à-dire que mon père, il ne disait pas beaucoup, enfin il ne criait pas, par exemple, mais quand il disait quelque chose à un moment donné, on l'écoutait. Je veux dire que il disait peu de choses, mais quand il disait quelque chose, ça avait du poids. Son autorité, voilà. était présente. Il avait du poids. Et ma mère le comprenait aussi. Oui, oui. Même si c'est ma mère qui, habituellement, peut évidemment gesticuler et dire un certain nombre de choses, n'empêche, quand effectivement le père, à un moment donné, dit quelque chose, c'est-à-dire, en fait, il y a une sorte de complémentarité de rôle, en fait. Hein. Donc voilà. Et comment vous avez géré, justement, vos études, votre scolarité et votre présence comme un enfant qui vient d'arriver, immigré dans un nouveau quartier, avec des amis nouveaux, comment vous avez pu justement faire communiquer avec les deux environnements. L'un est scolaire, l'autre il est du quartier. Comment vous avez fait? Oui, mais donc c'est vrai que je le dis aussi donc, dans le livre. Bon, évidemment, donc, à l'école, les choses allaient, disons, allaient bien puisqu'on était motivés. Oui. C'est vrai. Donc en fait, il faut savoir que moi, à part les chiffres arabes, je ne savais pas grand-chose, donc il fallait tout apprendre. Donc j'avais quasi 8 ans, je me retrouvais avec des gamins de 6 ans. De 6 ans, oui, c'est ça. Donc c'est clair que j'avais déjà 2 ans de retard, mais le fait que j'étais un des rares dans la classe, donc c'était plus facile pour pouvoir apprendre. Alors c'est vrai que dans le quartier, et donc en plus, comme je vous avais expliqué, l'institut évidemment était affable, je dirais le contexte était propice pour apprendre. Quand on est gentil, etc., et puis qu'il y a un dialogue avec l'enfant, je pense que vous ne pouvez qu'apprendre, sincèrement. Et en plus, moi, j'adorais mon institut, donc, comme je dis, je pense que pour bien apprendre, il faut aimer son prof. Ça, je le pense sincèrement. Et puis, la vie, évidemment, de quartier, eh ben, c'est bien passé. Il y a évidemment, donc, j'ai tissé des liens avec d'autres familles immigrées, justement. J'explique aussi que, malheureusement, les filles immigrées aussi. Comment? Vos amis, Sofiane? Oui, il y a Sofiane, oui, mais ça c'est un ami, oui, c'est un ami. Alors, pour Hamza, malheureusement, il est décédé, justement, donc, l'arhamon, comme on dit, parce qu'il n'y a pas longtemps. Donc, je suis allé il y a 2 jours, donc lundi, oui, c'est ça, il y a 3 jours. Donc, lundi, et voilà, donc je parlais de lui, mais enfin, Sofiane est encore là. Qui est un ami d'enfance de plus de 50 ans, donc il est toujours là, donc j'espère qu'il sera encore là. Et donc c'est clair que, en fait, la question de l'amitié est quelque chose aussi quelque chose d'important pour moi, parce que pour moi, l'amitié fait partie de mes moments heureux. Ce sont des moments importants, c'est des moments d'insouciance. Vous savez, nous on habitait tout près, vous voyez, Scarbeck-Evert, c'est Evert, du côté d'Evert. Et donc il y a un grand parc qu'on appelle Parc Saint-Vincent. Donc on avait de la verdure, on pouvait bouger, il y avait une liberté, il y avait une légèreté. Donc il se faisait d'un ballon pour pouvoir jouer, etc., s'organiser, un vélo pour pouvoir bouger, on allait jusqu'à Hofstad par exemple. Donc, et vraiment j'ai beaucoup d'amitié, et donc c'est pour ça qu'il y a plein d'anecdotes, hein. Donc les auditeurs le verront, effectivement, il y a plein d'anecdotes, effectivement. Donc je trouve que c'est important de parler de cette période. C'est une période importante de ma vie, qui plus est, je pense que le façonnement identitaire se fait à ce moment-là. Quelle est la différence que vous faites avec ce vécu très important, très intéressant, avec vraiment une sorte de pédagogie continue et une vision par rapport à nos jeunes maintenant dans les quartiers, etc. Quelle est la différence que vous faites, vous, avec votre comportement, votre manière d'être, etc., votre trajectoire migratoire, et ces jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, on voit malheureusement beaucoup de délinquance, beaucoup de problèmes. Oui. Comment vous expliquez-vous ça? Oui, ben pour moi, en tout cas, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, évidemment. Moi, comme je vous ai expliqué, j'étais conscient des difficultés qu'ont eues mes parents. Et donc, j'ai vu d'où je venais. J'ai moi-même connu la misère. Bon, ok, ce sont des images, etc. J'étais pieds nus, etc. Donc,
j'ai encore des images. Oui. Donc je sais d'où je suis venu. Oui. Donc je sais que tout n'a pas été donné, il fallait arracher les choses, qu'il fallait bouger, qu'il fallait mériter, que je voyais comment mes parents trimaient. Donc j'étais conscient de tout ça, de la valeur de ces choses-là qui ont été arrachées. Donc ce n'est pas tombé comme ça du ciel, si je peux dire. Donc il faut bouger. Et donc j'ai l'impression, et aussi quelque part, et c'est pour ça que je trouve que le livre peut être un élément important pour ces jeunes, tout à fait. Parce que c'est important qu'ils connaissent un peu la trajectoire aussi de leurs grands-parents, parce qu'on est déjà la 3e génération, et qu'ils voient que finalement les choses ne sont pas simples. Et peut-être justement, c'est pour ça que je vous ai dit, moi très tôt j'ai connu un peu le récit migratoire de mes parents. Je savais sa trajectoire migratoire, je savais les difficultés, puisque même en partie je les ai un peu vécues, même si c'est pas moi qui avais la responsabilité de la famille. Et donc je pense que ça peut forger, et parce que pour moi c'est pour ça que c'est important, c'est de parler justement, même si les choses étaient difficiles, j'ai encore des moments heureux, parce que nous avons tout en notre main ici. Donc on peut évidemment, à un moment donné, s'insérer, quelles que soient les difficultés. Bien entendu que ce n'est pas simple. Bien entendu qu'on ne vous donne pas tout allez, on ne vous donne pas tout comme ça. Donc ça, je comprends bien. Mais ce que je voulais aussi montrer, c'est la solidarité avec les Belges qui ont aidé mes parents à pouvoir évidemment se retrouver dans le dédale administratif et autres. J'ai encore beaucoup d'affection pour mes enseignants. J'avais encore M. Dunkelman qui est toujours vivant, qui a lu le livre et qui est d'ailleurs fier de ça, et je suis content, que d'ailleurs je vais aller voir bientôt, qui par exemple restait après les cours pour m'aider justement dans ce qu'on appelle le cours des, enfin, ce qu'on appelle l'étude à l'époque. Et donc il restait après les cours. Donc je ne peux que les remercier. Je n'aurai jamais assez de remerciements justement pour ces personnes-là. Et c'est ça que je veux essayer de montrer. Et je pense sincèrement que la jeunesse actuelle n'a pas toute cette histoire pour montrer ce que leurs grands-parents ont fait, évidemment. On va pas donner en tout cas tout le contenu du livre pour laisser à nos téléspectateurs et à nos auditeurs en fait la possibilité d'aller chercher le livre et de le lire, parce que c'est un livre franchement très intéressant qui m'a ému, en tout cas moi personnellement. Et nous avons plus beaucoup de temps malheureusement pour notre émission, Si Mohamed. Je vous donne une dernière parole. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant de terminer cette émission? D'abord, je vous remercie évidemment de m'avoir invité. Je voulais juste simplement quand même dire pour les auditeurs, pour vos auditeurs, celles et ceux qui veulent l'acheter, et donc il se vend donc à l'Espace Mag, donc rue du Poinçon numéro 17, et aussi maintenant à Filigrane aussi. Donc ils peuvent aussi évidemment le retrouver là, donc c'est pour un prix modique démocratique de 10 €. Voilà. Merci Si Mohamed. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission, et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.